Cet épisode est une présentation de Lunetterie New Look. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Génération Sidechick. J'espère que vous passez une excellente semaine. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir comme présentateur à l'épisode d'aujourd'hui les Lunetteries New Look. Parce que oui, si jamais vous regardez le podcast en format vidéo, j'ai encore des lunettes parce que je me suis vraiment excitée avec la collection qu'ils ont fait en collaboration avec la designer québécoise Marie-Ève Lecavalier, connue sous Lecavalier. C'est quelque chose que New Look fait couramment, soit de s'associer avec des créateurs d'ici. Ils font vraiment partie des visionnaires du monde de la lunetterie. Et ces montures, par exemple, ont été faites l'an dernier, en 2023. C'est une collection, je pense qu'il y a plus de 23 montures complètement incroyables. Le design est de qualité et franchement abordable, je dois l'avouer. Marie-Ève Lecavalier, si jamais vous ne la connaissez pas, elle a un parcours assez hors pair et elle est présentement en France parce qu'elle a quitté, je crois que ça doit faire 2 semaines au moment où on se parle, Montréal pour aller poursuivre l'ascension de sa carrière du côté de la France à Paris, où elle a notamment été la première Canadienne à faire son entrée à la Semaine de mode de Paris. Hein? C'est pas rien. Ce qui est encore plus chouette, c'est que Lunetterie New Look a envie que vous aussi, vous soyez en mesure d'avoir une belle vision, comme moi cette année, parce que ça faisait partie de mes résolutions, hein, je vous l'ai dit, de porter plus souvent mes lunettes puis arrêter d'avoir mal à la tête. Mais là, avec ce style-là, j'ai aucun problème à le faire et c'est la chance qu'il vous donne en vous offrant un 50 $ d'escompte en utilisant le code promotionnel SIDE, S-I-D-E, 50 à tout achat. Et ce qui est le fun, c'est que vous pouvez même combiner ça à d'autres promotions en cours sur le site internet de lunetterienewlook.com. Et une autre chose qui va sans aucun doute améliorer votre vision de la vie, c'est le passage de la charmante Camille au Mont-Carmel dans le salon de Génération Sidechick. Camille, c'est une femme incroyable. Je suis tombée complètement sous le charme et c'est notamment l'autrice de ce merveilleux livre, Les mots du cul, manifeste joyeux des sexualités. Elle est leader d'opinion. Elle est à son 3e livre maintenant. Elle a été vraiment reconnue, notamment en raison de sa page « Je m'en bats le clito » sur Instagram. Allez faire un tour, allez vous abonner, ça vaut vraiment le détour. Vous allez littéralement, en bon québécois, binger son compte Instagram. C'est du vrai bonbon. C'est une femme qui adore décomplexer les choses. Elle aborde des sujets tabous, mais surtout, elle veut... Camille, elle va aimer ça. Je vais inventer un mot, détabouiniser tous les sujets reliés à l'intime qu'on a de la difficulté à aborder. Et c'est notamment ce qu'elle fait dans cet ouvrage où elle déconstruit la langue française pour que ça soit davantage inclusif et surtout moins misogyne, parce que c'est quelque chose dont je me suis rendu compte en lisant ce livre, c'est vraiment trop adapté aux hommes. Mesdames, c'est le temps de reprendre notre pouvoir. C'est une femme vraiment exceptionnelle et j'ai partagé cette discussion fort intéressante avec mes 2 acolytes chéries, soit Trana et Amélie Bessimard. On rejoint Camille dans un instant. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Génération Sidechick, Camille. Merci beaucoup. Nous sommes ton dernier studio de passage à Montréal. Je sais, je suis triste. Non, tu gardes le meilleur pour la fin. Très bon, ça. Ah, voilà. Moi, j'adore être le pain de fermeture sur un sandwich. Je trouve ça très, très bien. Voilà. Comment tu te sens avec tout cet engouement? Très bien. Ouais. Super. Non, je suis très, très contente de venir présenter l'ouvrage ici. Qu'est-ce que vous êtes gentil. Enfin, pour le coup. Non, mais vraiment, je suis arrivée il y a 4 jours. Tout le monde est adorable. Les gens t'arrêtent dans la rue pour te faire des compliments. Non, franchement, je suis très, très bien. Je serais bien restée 1 semaine de plus, on va pas se mentir. Est-ce que c'était ta première fois ici? Absolument. Wow. Ok, je savais pas. Ah Wow. ouais, Ah. c'est ma première fois Ok. ici. Je suis allée aux États-Unis déjà plusieurs fois, mais ici, à Québec, c'est la première fois. Et ça m'a donné envie de revenir. Ah, c'est bon, ça. Voilà. Ouais. Je suis curieuse parce que je sais que tu as quand même été beaucoup occupée. Ouais. Est-ce que tu as pris le temps de, à tout le moins, découvrir un restaurant? Non, pas du tout. Même pas? Je vais pas vous mentir. Hein. Je vais quand même pas vous mentir. Non. J'ai fait une exposition. OK. Par contre, Ouais. donc le premier jour, quand je suis arrivée, je suis allée au musée des Beaux-Arts. Et il y avait une exposition de Françoise Sullivan, OK. qui est juste incroyable, Ouais. avec notamment toute une série autour de l'hommage. Et elle fait une œuvre pour chaque personne qui est décédée dans sa vie. J'ai trouvé ça juste absolument sublime. Donc non,
Mais entre aller me nourrir d'art et aller manger, j'ai choisi aller me nourrir d'art quand même. On dirait que j'aurais aimé ça avoir le point de vue d'une Parisienne sur la nourriture. Ah, mais surtout que moi, la nourriture, je suis très touchée là-dessus. Et comme c'est mon métier à la base, j'ai fait une école de gastronomie pendant 4 ans. La cuisine, c'est très... Mais j'ai même pas... Vous vous rendez compte, j'ai même pas pu goûter une poutine. Ah non! Pas de poutine! Mais là, il te reste encore quelques heures après l'enregistrement. Ah ouais, mais bon... Il y a tellement des bons restos, ça, c'est plat. C'est vrai? Oh, Ben il faut oui. que Mais tu non, mais viennes. je reviendrai... Mais en fait, je reviendrai en vacances. OK, Ah oui. ouais. Ça, moi, j'aurai vraiment le temps. Ouais. Voilà. Moi Ou qui étais- Cathy t'a invité à l'Igloo Fest. Absolument, on m'informe que je vais pouvoir... Je me suis dit que Ici, c'est- vous appelez ça Frencher? Ouais. Que je vais pouvoir Frencher, mais ils auront les lèvres un petit peu gercées. Ah. C'est pas grave. Mais je trouvais que c'était une très belle expérience pour quelqu'un qui arrive au Québec. Justement, la première fois, aller à l'Igloo Fest peut pas avoir plus québécois que Non, ça. c'est clair. Déjà, le nom, c'est... Oui, il n'y a que ici, quoi. J'adore. Aujourd'hui, j'avais envie de te recevoir, puis honnêtement, oui, on va faire le tour, puis on va parler de ta belle œuvre que j'ai pris énormément de plaisir à lire. Je l'ai dit avec sincérité avant d'entamer l'enregistrement, mais j'ai tellement souri tout au long de la lecture parce que c'est très rafraîchissant d'avoir quelqu'un qui met des mots sur des choses qui existent déjà, mais qu'on n'a jamais été capable de le nommer. Puis j'ai fait « Oh mon Dieu, elle a nommé ça, cette œuvre! » C'est que ça fait pas sens. C'était vraiment le fun, j'ai adoré. Mais en même temps, j'étais comme « Merde, il y a tellement de choses que j'ai envie de discuter avec toi parce que justement, tu l'as dit d'emblée, tu pars d'un parcours qui est quand même atypique dans le sens que c'est pas tout le long de ton parcours que tu dis « Hey, je vais écrire un livre sur les mots du cul. » Non, peut-être. Je suis curieuse de savoir comment tu t'es rendue à cette étape-là. Pourquoi tu as envie de t'attaquer à la langue française comme ça? Alors, Les mots du cul, c'est mon 3e livre. Qui est sorti donc aux éditions Le Robert, donc grande institution de la langue française. C'est pas moi qui suis allée les chercher, c'est eux qui m'ont appelée en me disant que au sein de cette grande maison d'édition, ils lançaient une nouvelle collection qui allait s'appeler Dire c'est agir et qui allait mettre en avant des leaders et des leaders d'opinion pour qu'à travers leur rapport à la langue, ils puissent nous donner un regard sur la société et qu'ils aimeraient bien commencer avec moi parce que dans cette grande histoire et aventure qui je m'en bats le clito, la langue a toujours été présente et j'ai toujours eu une volonté de moi, occuper l'espace avec la langue et trouver des expressions dans lesquelles je me sentais quand même un peu plus à l'aise. Donc, c'est mon 3e livre et je trouve que c'est pas mal à un moment donné de revenir aux propos et à la genèse de tout ça et arriver à l'amplifier. Parce que je m'en bats le clito, c'est une expression. Donc, on est passé de je m'en bats les couilles à je m'en bats le clito. Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a aussi une démarche et que du coup, on peut en faire des centaines. Vraiment. C'est littéralement une démarche. Puis on a fait justement un petit lien avec d'autres aspects parce que tout est amené à réfléchir et à redéfinir surtout notre façon de faire. On s'assoit sur des expressions, des paradigmes sans jamais vraiment y réfléchir juste parce que c'est là, c'est à notre disposition, puis on embarque dans le moule. Mais peut-être que le moule ne nous convient pas. Peut-être qu'il faut créer d'autres moules. Ouais, exactement. J'étais comme, qu'est-ce qu'elle va me dire? Va-tu dire une expression qu'elle aime pas? C'est ça. Sortir de On va tout regarder C'est ça, qu'est-ce qu'elle dit. non, tout doux, on commence. Attends, par exemple, je vais te prendre un passage. Ça finit, on pleure les trois. Non, il va falloir créer d'autres moules et... Mais Et comme derrière. je m'en bats le clito, c'est une expression que tu utilises régulièrement. à tous les jours. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, alors là, moi, je suis très honnête, je suis Ok. très authentique. Il J'adore. n'y a pas de mytho, il n'y a pas de mensonge, je fais pas genre. Je l'utilise tous les jours. OK. Mais et d'ailleurs, ça vient de là, c'est-à-dire qu'à la base, j'utilisais je m'en bats les couilles tous les jours. Et puis, je me suis dit, ouais, au sens figuré, je suis une femme qui a des grosses couilles, mais au sens propre entre les jambes, c'est pas du tout ce que j'ai. Donc, l'enjeu, c'était de se dire comment est-ce que je peux, au sein de la langue française, trouver des expressions peut-être qui parlent un peu plus de moi. Et c'est comme ça que je m'en bats le clito est né. Et je me suis d'abord attaquée à cette expression parce que c'est l'expression que j'utilisais le plus souvent. Mais j'aime vraiment ça. Et Je aujourd'hui, vais en France, dans la l'utiliser. cour de récré, il y a des petites filles qui, au lieu de dire je m'en bats les couilles, disent je m'en bats le clito. J'adore C'est des profs qui Ah, fait que là, m'écrivent tu pour dis me mon travail est fait à ce moment-là. Là, je me dis, OK, Ah I'm ouais. done. Bye. Ouais, ouais. Thank you. Ben oui, Ouais. c'est sûr. C'est quoi la seconde expression que tu entends encore couramment? Puis t'es comme, y a-tu quelqu'un qui va finir par adopter ma version, s'il vous Ah, ça plaît? serait pas mal. Ah bah là, celle que moi, j'essaye petit à petit d'introduire, c'est à la place des règles, les irrégulières. Oui. Ça me paraît très accessible. Faut que je sois stratégique sur l'implantation de ces expressions-là. Et je trouve que parler des irrégulières au lieu de parler des règles, déjà, en fait, on comprend tout de suite et on se dit, mais ouais, c'est vrai, il n'y a rien de régulier dans tout ça, c'est pas réglementé, il n'y a rien de réglé. Donc, les irrégulières, c'est celui que j'essaye un petit peu de faire passer là. C'est tellement vrai. En fait, moi, j'ai jamais eu un cycle très régulier. En plus. Personne. Ouais, non. Franchement, il n'y a pas grand monde. Hein. Fait que donc, j'ai Moi mes non irrégulières. Fait que tu dirais j'ai mes Ouais, irrégulières. j'ai mes irrégulières. Ou alors, oh là là, je vais avoir mes irrégulières.
J'aime ça. Puis un autre terme comme ça que tu as mis au pluriel, puis que j'avais envie de te questionner, c'est pas ma sexualité, mais c'est mes sexualités. C'est quelque chose que tu appliques, puis je suis comme, est-ce que c'est parce que... Là, j'essayais de comprendre avant ma discussion avec toi, j'étais comme, OK, est-ce qu'on parle de mes sexualités parce que tu as différentes expériences, puis ta sexualité, elle a évolué, donc j'en ai eu plusieurs, donc on parle de plusieurs chapitres, ou c'est que tu ressens que tu incarnes différentes sexualités? Cette question, me l'a jamais posée, j'adore. Merci pour Ça fait plaisir. la profondeur intellectuelle du propos. Je dirais les deux, mais c'est surtout comment se dire que du coup, je suis plurielle dans ma sexualité. Et comme je suis plurielle dans ma sexualité, je prends en compte pas seulement de façon circonstancielle, là, maintenant, quelle personne je suis, mais surtout la trajectoire. Et donc, quand je parle de même là, aujourd'hui, comment est-ce que je vis ma potentielle sexualité, tout ce qui s'est passé avant a un impact sur là, maintenant. Donc, je suis plutôt dans une trajectoire, moi, de vie et de mes premiers rapports aux sexualités, bien plus que le moment où je vais parler de ma sexualité, ça va être de façon très précise. C'est avec une certaine personne à un tel moment, à tel endroit, de telle façon, je me sentais de telle ou telle façon. Mais sinon, globalement, j'essaie de laisser un maximum de liberté et j'ai l'impression que de parler des sexualités, ça permet aussi de laisser l'espace aux personnes de changer d'avis, de se rendre compte que finalement, ça ne nous va plus forcément. Ça laisse aussi l'espace de dire, je peux changer d'avis sur un temps très très court, c'est-à-dire qu'en fait, d'un rapport à l'autre, en fait, j'ai envie d'autre chose. Alors que parler de ma sexualité, il y a un truc que je trouve beaucoup plus étroit, comme si genre on avait signé un contrat et en fait c'est ça maintenant. Mes sexualités laissent à mon sens un petit peu plus de liberté. Mais je pense que beaucoup de personnes ont cette idée justement de ce contrat et qu'ils ont une définition de leur sexualité qu'ils maintiennent, qui est très rigide, qui leur empêche de voir ou d'avoir comme expérience ce qui se passe dans le moment. Comme moi, toute ma vie, j'ai été attirée par les hommes, mais je dirais, comment est-ce que je peux savoir dans le futur qui je vais rencontrer, qui va m'allumer? C'est impossible de savoir et je pense que pour moi, de toute façon, les 100%, que ce soit hétéro ou queer, comme pour moi, les 100% n'existent pas. Je pense que c'est vraiment un gray zone pour tout le monde, mais c'est peut-être un peu difficile pour tout le monde de l'accepter parce qu'il y a justement cette définition rigide que les personnes maintiennent. Oui, et puis ça les rassure. Oui. Parce que l'incertain, c'est aussi se dire, du coup, je ne sais pas et on verra, et c'est accepter de se laisser aussi un petit peu porter, quoi. Moi, je suis plus à l'aise avec le pluriel. Je suis plus à l'aise avec ce qui laisse beaucoup d'espace aux personnes de se positionner et de se dire, franchement, vous savez quoi, on verra bien, quoi. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a toujours eu un malaise qui m'habitait lorsque les gens disent « Ah, il est devenu homosexuel. » C'est comme le père de ma meilleure amie. Inévitablement, il était avec une femme pour avoir conçu sa famille, mais après ça, il a rencontré un homme qui a eu envie de vivre autre chose. Puis tout le monde était comme « Il est devenu homosexuel. » Je ne crois pas qu'il est devenu quelque chose. Je crois que ça l'a toujours habité. C'est juste que là, il a eu envie de laisser de la place. Exactement. Exactement. Plus juste, ouais. Et je pense que souvent, dans ces types de situations, on a tendance de croire que ce qui est venu avant était un mensonge, mais qui n'est pas nécessairement le cas, justement, parce que, oui, pour certaines personnes, il peut être dans le closet et qu'il y a quelque chose qui est caché, mais je connais plein de monde que pour toute leur vie, ils ont été attirés par un genre, mais qu'ils ont rencontré une personne. Et c'est pas qu'ils ont changé, mais c'est juste une autre expérience qui n'enlève rien à ce qui est venu avant non plus. D'où le fait de parler de trajectoire. Exact. Et de ne pas sectionner de façon aussi claire, et plutôt de se dire, moi j'aime beaucoup ce mot, c'est la fluidité. Oui. C'est vraiment que ce soit dans les identités de genre, les orientations sexuelles, les orientations romantiques et juste les sexualités des personnes. J'aime le fait de se dire, en fait, c'est pas trop défini. Tout ça est en fait un énorme espace dans lequel je navigue et je me laisse porter par mes envies, par mes désirs et bien évidemment par la notion de consentement. Je trouve il y a quelque chose de quand même plus rassurant. Oui. Il y a quelque chose de moins anxiogène du coup. Et je préfère le pluriel, Oui. C'est ça que je trouve aussi comme... Tu disais que parfois le monde est rassuré par leur définition et cette rigidité qu'ils ont. Mais justement, pour moi, j'ai toujours trouvé la liberté dans la fluidité plus rassurant. Parce que c'est plus proche à notre nature. Est-ce que tu trouves, je suis curieuse de te demander, Trana, par rapport à ça, justement, tu te définis en tant que femme, mais tu as quand même envie que les gens respectent l'identité de genre que tu as sélectionnée. Il n'y a pas nécessairement, je vais dire, de fluidité dans ça. Mais quand même, parce que
C'est compliqué, obviously. Même pour moi, de prendre le mot femme, c'est complexe. Et c'est quelque chose que j'assume. Il y a quand même un côté de moi dans l'expression, dans ma féminité, qui est quand même non-binaire, mais que je trouve est aussi valide. Comme pour moi, je pense que souvent, quand une personne trans va assumer le mot femme, par exemple, qu'il y a une attente que cette personne performe la féminité de la façon qu'on le connaît, dans la façon la plus cliché ou générique ou une extrême qui est quand même comme une hyper-féminité que j'aime et que j'aime explorer, mais dans ma vie de tous les jours, je veux juste, et peut-être ça c'est cliché en soi aussi, mais je veux juste être vue pour la personne qui je suis, peu importe mon apparence, peu importe la façon que je me présente au monde, que ma féminité est innée. Pour moi, c'est quelque chose qui est même plus spirituel que physique. Ouais. Merci de ta réponse. Mais c'est difficile d'articuler, honnêtement. C'est sûr. Et encore une fois, que ce soit la sexualité ou l'identité de genre, on vit dans une société quand même qui veut vraiment mettre une étiquette sur tout et que tout reste dans une définition claire et comprenable. Et dès qu'on sort de ça, le monde peut devenir comme un peu inquiète ou insécure. Oui, surtout. Mais comme moi, je ne peux pas vivre ma vie ou faire des choses à ma physique juste pour que je suis plus comprenable à d'autres personnes. Il faut que les choix que je fais pour moi dans mon expression soient vraiment authentiques à moi. Et si je cause confusion, it's not my problem. C'est ce que je dis toujours, ça ne veut rien dire de moi, ça veut tout dire de toi. Oui. Ouais, tellement. Mais je trouve ça le fun de voir qu'on s'attaque d'emblée aux étiquettes. Tu sais, je te l'ai dit quand je décrivais notamment qu'est-ce que Génération Sidechick veut dire pour moi, pourquoi j'ai donné ce nom à cette émission-là. Je veux pas que les gens s'arrêtent à une étiquette. Puis dans la langue française, j'avais jamais réalisé avant de lire ton œuvre, Les mots du cul, à quel point que notre langue était misogyne. Juste le fait que le mot vagin soit masculin. Pour moi, comme anglophone, le français est ma deuxième langue, j'ai comme... Si le mot vagin est masculin, comment désirez-vous que je sache si un sofa est masculin ou féminin? Ça fait pas de sens pour moi, honnêtement. Absolument. Ça fait pas de sens. Mon Dieu, j'avais jamais pensé à ça. Mais là, prépare-toi. Ce n'est que le début. Oh là là. J'avais jamais pensé à ça. Oui, c'est ça. Elle vient d'atterrir. Bienvenue. Elle décolle ce soir, moi, je viens d'atterrir. Bienvenue dans cette prise de conscience qui va engendrer Non, beaucoup mais de c'est colère. incroyable. Ouais. Oh, wow. Camille, tes parents, tu dis qu'ils sont très proches justement du verbe de la langue en tant que telle. Quand tu es arrivée avec cette mission-là, de décortiquer la langue, de faire non, on va la reconstruire d'une façon plus juste et équitable, est-ce qu'ils t'ont regardé comme oh ouais, tu vas t'attaquer à Molière? Non, franchement, non, c'était plutôt une grande fierté. Moi, j'ai grandi avec des vrais dictionnaires chez moi. Moi, j'ai grandi avec les vrais dictionnaires du Robert parce que j'ai toujours été une énorme nerd de la langue et des mots. Et j'adorais le fait que, en fait, je puisse découvrir des mots que je connaissais pas avec la définition qu'elle est avec. J'ai notamment passé une grande partie de ma vie, moi, sur le continent africain et notamment à Madagascar. Et à Madagascar, pendant la saison des pluies, il y a des gros moments où, en fait, on n'a pas d'électricité. Et moi, j'ai des souvenirs de moi avec une bougie en train d'ouvrir un dictionnaire en me disant je vais apprendre des nouveaux mots et j'ai l'impression que ça va me donner encore plus de liberté parce que ça va me donner encore plus d'outils pour pouvoir m'exprimer et du coup être précise dans la transformation de ce qui se passe dans ma tête jusqu'à pouvoir le communiquer avec d'autres personnes. Donc en fait, finalement, moi j'ai toujours été un petit peu comme ça. J'ai toujours grandi dans des énormes bibliothèques. J'ai toujours grandi avec un entourage qui soit familial ou les amis de mes parents même. Tout un tas d'intellectuels, c'était des penseurs, c'était des penseuses, c'était des politiques, Donc j'ai toujours un peu l'impression d'avoir baigné là-dedans et que c'est aussi en partie ce qu'on a essayé de m'inculquer dans mes valeurs ou du moins dans les potentiels projets que j'allais pouvoir réaliser plus tard. J'ai passé un bac L en France qui est un bac littéraire. Donc moi, mon sujet, ça a toujours été la langue. Mon sujet, ça a toujours été l'aspect même politique et militant de la langue. Ton âme, la gare. Ouais, et ça a toujours été là-dedans. Quand je me souviens, à 14-15 ans, j'étais déjà en train de faire des exposés sur les grandes femmes de lettres qui ont changé. J'ai toujours été là-dedans. Mais sans jamais me dire que j'allais potentiellement pouvoir m'inscrire dans cette lignée-là. Et j'ai l'impression que du coup, l'honneur et le prestige vient surtout de se dire, waouh, en fait, historiquement, à un moment donné, on va pouvoir aussi me mapper et dire que
ok, bah si je fais partie des femmes qui lancent le féminisme de la 4e vague et la révolution sexuelle en France. Et... Non, pour le coup, moi, j'ai un entourage très bienveillant et tout le monde est très, très fier. Et c'est plutôt genre, je sais pas comment tu fais ça, genre, c'est genre incroyable. Mais non, que du soutien. J'ai éliminé de ma vie les personnes qui potentiellement ne soutenaient pas. Que ça gâche en général aussi beaucoup de jalousie. Mais non, j'ai des pom-pom girls avec moi. Ça ferait un bon film, hein? Tu sais, je vois le scène, le film qui commence avec la petite Camille avec sa bougie à Madagascar avec son lit. Oui, j'adore. Non, mais tu sais, comme c'est vraiment un sujet... visuel. Oui, c'est un beau sujet de film. C'est la biographie. Le parcours est intéressant. Vraiment. Fait que donc, les auteurs, les réalisateurs, la vie de Camille en film. Non, mais c'est vrai, et c'est important aussi et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup cette question, c'est important de comprendre aussi d'où on vient. Parce que tout ça explique tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas anodin si moi je décide d'aborder ce sujet-là de cette façon-là, qui plus est avec beaucoup d'humour. C'est pour ça que je veux absolument pas avoir que un sujet militant et un propos militant, mais je veux aussi avoir du beau. Donc, tous les ouvrages sont très beaux, il y a une vraie direction artistique. Je mets énormément d'énergie dans le sujet d'image, dans que tout ça cohérent, qu'on garde de moi le fait que on ne doit pas choisir entre les deux. Il n'y a pas les gens qui font du contenu qui est très beau et qui peut être vraiment très design et très esthétique, mais du coup, c'est forcément des personnes qui n'ont pas de propos ou les personnes qui ont uniquement un propos et du coup, le truc est un petit peu moche. Je ne crois pas en ça et moi, j'ai envie vraiment d'allier les deux. Et ça me permet aussi d'aller toucher tout un tas de personnes qui, je pense, peuvent trouver le sujet un peu lourd, peuvent trouver le sujet genre, oh là là, c'est compliqué, encore les trucs de féminisme et de genre, et de oh là là, genre, non. Et qui, par cette direction artistique et ce graphisme un peu, je l'ai pensé comme un magazine, quoi, je l'ai vraiment pensé comme un objet, peuvent accéder au contenu, donc je peux pas mettre ça de côté. Absolument. Merci. En fait, tu viens de justifier pourquoi que je mets autant d'argent dans mon marque. Ah oui, voilà, dans mon image de marque. Tout le monde est comme, mais évidemment. Cathy, calme-toi. Tu es juste un podcast. J'étais comme, mais si je fais quelque chose, je vais le faire beau et à mon goût. Ah, wow. Qui dit ça? Il y a des gens qui disent c'est juste un podcast. Le médium podcast balado au Québec est encore au début. OK. On m'a déjà, en fait, contacté la semaine dernière pour faire partie d'un comité pour des prix à remettre justement pour les nouvelles marques balado. Puis ils m'ont nommé comme étant précurseur. J'ai fait comme après seulement 4 ans. J'ai fait comme voilà. Tu sais, c'est vraiment. Fait que ça commence encore, mais c'est pour ça les gens, tu sais, ici c'est encore l'image que la télé est le médium le plus exceptionnel. Alors que oui, je fais de la recherche, je me prépare mes émissions. Les gens, ils ont encore cette perception que quand c'est un podcast, c'est fait dans ton sous-sol, tu sais. Alors qu'on est dans un studio de cinéma, guys. Je vois très bien. Moi, ça m'énerve, cette mentalité-là. En France, c'est pareil, hein, je te rassure. Et ça m'énerve encore une fois, qu'on veuille absolument te mettre dans une case pour pouvoir mieux te manipuler, pour pouvoir mieux te dominer, pour pouvoir faire ce qu'on veut de toi et pas te laisser l'espace de toi expliquer et devenir qui tu veux. Et moi, ça a toujours été quelque chose qui m'a beaucoup mise en colère. Et là, c'est pareil. Donc, moi, quand on vient me chercher sur la potentielle réputation que va avoir le Robert après un ouvrage comme celui-ci, ou le fait que je me sois autorisée à inventer des nouveaux mots, ou le fait que je me sois autorisée à avoir un graphisme qui n'est pas du tout genre institutionnel, c'est des choses où, encore une fois, pour revenir à cette phrase, mais je la trouve toujours aussi juste, c'est ça veut rien dire de moi, ça veut tout dire de toi. C'est qu'est-ce qui fait que toi, de ton côté, tes croyances sont si limitées et sont si limitantes, quoi. Et à minima, les projette pas sur moi. C'est pas... Donc, il faut vraiment... Mais moi, je m'amuse là-dedans parce que je suis encore là après 4 ans, puis... Oui, ça parle de ça. Je m'emballe plutôt, hein? Wow! On l'a bien plugué, là, c'est bon. Je l'ai bye! Thank you. Ça finit l'émission. Bye! Fallait juste le plugger une fois. Non, mais bon. vraiment, puis j'ai beaucoup de plaisir, en fait. C'est sûr que des fois, c'est épuisant d'avoir à se battre pour justifier qui on est puis ce qu'on a envie de faire, et les moyens qu'on veut mettre dans nos projets, en fait. Exact. Pardon, mais j'ai des partenaires, j'ai des acolytes qui sont avec moi à 100%, qui s'investissent, puis je m'entoure des gens, ils croient, puis ça va super bien. Fait que, peu importe ce que vous dites, voilà, vous êtes juste envieux. Voilà, c'est ça. Oui, clairement, clairement. Crois-tu justement dans cette lignée-là, je suis curieuse de t'entendre là-dessus, Camille, est-ce que tu crois que la femme était prête à recevoir ça? La femme moderne? Alors, les femmes modernes attendaient que ça, je pense. Je pense que mon angle de réponse, ça va pas être les femmes modernes, ça va être plutôt la génération. Je pense que le décryptage se fait, moi, celui que j'arrive à avoir, il se fait d'un point de vue générationnel.
Moyenne d'âge des acheteuses du Robert, 55, 60. On va quand même pas se mentir. Alors que moi, c'est les 17-25. Les 17-35, c'est la plus grande tranche d'âge. L'enjeu avec un ouvrage comme celui-ci, c'était de se dire, bon, il y a un univers qui est l'univers du Robert, qui est un univers institutionnel et presque académique. Il y a l'univers de Je m'en bats avec Leto, qui est un univers de transgression, de disruption et de modernité absolument totale. On se rencontre où? En fait, c'est quoi le pont? Et avec un ouvrage comme celui-ci, ce que je suis en train aussi de comprendre, c'est que moi, ça me permet d'aller chercher toute une génération de femmes qui ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux, qui peuvent trouver Je m'en bats avec Leto, les posts, les punchs un peu frontales et un petit peu directs et pas forcément accessibles, et qui du coup vont adhérer à ce projet-là. Donc là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il est lu tant par des couples, et notamment plein de femmes qui l'achètent en disant « En fait, tu vois, elle a dit ce que je te dis depuis genre 3 ans. J'ai la nonne en cheveux. Voilà, merci. Donc en fait, c'est pas genre que moi, c'est genre elle le dit et c'est au Robert, donc tu peux pas, il n'y a pas d'espace de discussion. » Il est acheté par beaucoup, notamment de pères célibataires qui savent pas comment aborder ces sujets-là avec leurs plus jeunes enfants et notamment leurs plus jeunes filles de 15 ans. Je pensais que t'allais dire leur plus jeune conquête. Non, leurs plus jeunes conquêtes. Là, on aurait été là en mode non. I'm not going there. Pas du tout. Et enfin, notamment beaucoup de grands-parents et de petits-enfants qui, à travers un ouvrage comme celui-ci, ont réussi à créer un objet qui leur permet d'aborder des sujets-là. Donc, outre la femme moderne, moi j'ai l'impression que l'enjeu c'est plutôt comment est-ce que ce prétexte de livre, comment est-ce qu'on crée des objets pour libérer la parole et pour aborder des sujets qui, sans ce médium-là, auraient été perçus comme un truc genre inabordable avec ma grand-mère, et comment comprendre qu'à la fin, entre une petite fille qui a 16 ans et sa grand-mère qui en a 80, ce qu'elle me dit, c'est en fait, on a vécu la même chose et on vit la même chose. Mais est-ce que tu trouves une ouverture quand même des générations plus aînées? Parce que, et vous pouvez me corriger si j'ai tort, mais souvent quand on parle de la langue française, l'évolution, il y a quand même des francophones qui se sentent très réticents au changement, qui veulent garder la langue telle qu'elle, comme il y a toujours le débat ongoing du pronom « yel » et dans les buts de rendre une dimension de la langue qui représente les identités non-binaires. Comment est-ce que tu trouves comme la réception des générations un peu plus aînées vis-à-vis ça? C'est pas les générations les plus aînées qui sont forcément les plus réticentes. Non, c'est vrai. Moi, du moins en France. Hein. Je dirais plus comme les personnes plus conservative. Peu importe la génération, mais juste le monde qui veut vraiment garder la langue telle qu'elle. Alors, moi, j'essaie de toujours monter en perspective et monter en généralité. Ces personnes-là qui veulent garder la langue telle qu'elle est, il y a deux choses. Ils sont réticents sur tout le reste. Ils sont réticents sur les sujets d'écologie, ils sont réticents sur les sujets d'évolution, ils sont réticents sur les sujets technologiques. Donc en fait, ça s'inscrit dans un truc plus global. Globalement, c'est des gens qui sont réticents pour tout. Et c'est avant tout, c'est des gens qui ont peur. Et le deuxième point et mon deuxième élément de réponse, c'est des personnes à qui, finalement, ça sert. Et c'est des personnes qui se sont toujours senties reconnues et qui ont toujours eu leur place dans la langue. Donc en fait, ce changement, ils ont l'impression que ça sert à rien parce que eux, ça ne va rien changer à leur vie. Et ils ont surtout l'impression qu'ils vont d'un seul coup perdre un privilège. Il y a un espèce de truc de attends, mais du coup, je ne suis plus la norme. Du coup, je ne suis plus la neutralité. C'est quand notre président dit non, mais le masculin l'emporte sur le féminin, c'est la neutralité. Ah non, pas du tout. C'est une forme de domination. Et du coup, c'est toujours la même chose. C'est quels sont les privilèges que ces personnes-là ont l'impression de perdre. Après, globalement, en termes de génération, c'est des personnes qui, dans tous les cas, ne vont pas vivre encore pendant 50 ans. Donc, moi, j'ai aussi un rapport hyper... la nature est bien faite. Et vous ne serez plus là. Vous ne serez plus. Globalement, vous ne serez plus là. Donc, et globalement, vous n'avez pas beaucoup d'espace pour vous exprimer. Vous êtes, tu vois. Donc, j'ai un rapport assez... je ne suis pas sûre qu'à 50 ans, si tu n'as pas envie de te déconstruire, ce n'est pas un livre et ce n'est pas moi qui vais faire en sorte. Par contre, si tu as envie d'entamer cette démarche-là et que tu fais constamment preuve de curiosité, oui, je peux faire partie des médiums et je peux faire partie des personnalités qui peuvent t'accompagner là-dedans et d'expliquer que non, ça ne va pas être douloureux, ça ne va pas se faire dans la violence, c'est OK. Vis-à-vis du langage et de l'inclusion, c'est toujours la même chose. C'est utiliser, et moi c'est mon cas, c'est utiliser les privilèges que j'ai pour inclure un maximum de personnes. Je ne suis pas du tout sur un truc hiérarchique et une espèce de construction en pyramide où je me dis, ah bah là-haut, il faut qu'il y ait telle personne et plus on baisse dans l'échelle, plus d'un seul coup, on va avoir des possibilités, mais genre peut-être une fois par an, d'inclure d'autres personnes. J'ai limite l'impression, en fait, c'est le minimum syndical que de se poser la question de
d'inclure les personnes qui ne se sont jamais senties incluses dans la langue. Oui. Et c'est le minimum syndical que d'essayer de déployer toutes les techniques et les outils possibles pour que ça soit fait. Pour moi, c'est juste un pendant du respect. Donc, ces personnes-là, j'ai tendance toujours, et je le dis toujours aussi frontalement, à questionner leur humanité. Absolument. Oui. Je suis vraiment... Leur bienveillance. Ben, la Leur humanité, bienveillance, du coup. l'humanité, mais je suis tellement d'accord avec toi, Camille, puis je trouve que là, je vais peut-être apporter un certain préjugé, mais c'est souvent, je trouve, des personnes, les gens qui ont peur d'évoluer, c'est des gens qui manquent d'estime. Déjà, et puis c'est des personnes pour qui, finalement, le monde va très bien. En fait, ils se sentent inclus partout, ils se sentent menacés par rien, ils n'ont jamais Manque d'espace. d'empathie, finalement. Manque d'empathie. Il n'y a jamais d'espace où on est violent potentiellement avec eux. Au cinéma, on parle d'eux. Dans les livres, les personnages parlent d'eux. Donc, en fait, il y a un peu un truc de pourquoi tu t'inventes. C'est le fameux pourquoi tu t'inventes des problèmes. Oui. Et t'es là, en fait, je ne m'invente pas des problèmes. Je suis juste en train de t'expliquer que j'essaie d'exister. Ouais. Exact. Pardon de demander ça. J'ai pas l'impression de demander la lune, en fait. Mais c'est un rapport conflictuel. Oui. C'est un rapport conflictuel. Absolument. Trana, à ce niveau-là, est-ce que dans les dernières années, justement, vu qu'on a intégré des pronoms, les gens, ne serait-ce que dans leur signature courriel, Oui. sur les réseaux sociaux, est-ce que tu as l'impression justement qu'on te laisse enfin plus de place? Ou pour toi, Oui, ça n'a pas tant absolument. changé? Non, ça a changé quand OK. même beaucoup. Je dirais comme je pense qu'il y a énormément de sensibilisation, particulièrement aux personnes cisgenres, hétéros, justement, qui pour eux, il y a une grande distance et pour eux, ça ne change pas leur vie. Mais je vois une compréhension qui évolue beaucoup quand même. OK. Fait que toi, tu te sens plus ancré. Oui, exact. dans- Mais pour moi, en tant qu'anglophone et pour quelqu'un qui, comme le français est ma deuxième langue, tout le truc féminin, masculin, pour moi, c'est intimidant. Même quand moi, je suis en train d'écrire un courriel, parfois, j'ai peur de mégenrer moi-même. Parce que j'ai oublié de mettre un « e » à la fin d'un mot en accord. Like, ça me stresse tellement que je me mégenre moi-même. J'ai peur de me mégenrer moi-même. C'est genre... Mais vraiment, je pense que c'est ça, ça m'intimide, la langue Absolument. française. Et comme, sincèrement, pour moi, c'est comme, j'ai grandi vraiment avec le français dans un contexte académique. Je le parlais à l'école et au travail, mais très rarement dans ma vie sociale. Alors, les mots du cul, il y a tellement que je connais pas. Je sais même pas comment comme flirter en français parce que c'est pas sexy quand je le fais, Oui, je parce vois que ce je que tu veux connais dire. pas les expressions, you know? Versus en anglais, like, comme je suis tellement cochonne, got je peux it. exprimer ça très facilement, mais en français, j'ai comme un peu de misère à exprimer mes désirs sexuels Mais tu vas dans pouvoir une te façon pratiquer. qui est sexy. Alors, c'est sûr que je vais acheter le livre. Je vais te le passer si tu veux. Mais je veux que tu t'enregistres, par exemple. Je veux tout entendre. Mais surtout quand tu te sens très cochonne. Ça serait vraiment fun. Je suis curieuse, Amélie, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu intègres déjà avec tes enfants, sachant qu'ils sont en apprentissage de la langue, justement? Bien, c'est sûr, mais tu sais, ils sont encore petits, fait que c'est surtout quand les questions viennent. C'est comme cette semaine, Noah James me pose des questions. On habite dans un immeuble, puis j'ai un couple d'amis homosexuels dans l'immeuble. Puis, c'est tellement beau ce qu'il m'a dit. Il me nommait les deux personnes, puis il était comme, ils sont amoureux. C'est un garçon qui est amoureux d'un autre garçon. J'ai dit oui. Il dit, moi, est-ce que je peux être amoureux de moi-même? Oh. Ben, j'ai dit pas vraiment. Tu sais. Il dit, c'est vrai que si j'étais amoureux de moi-même, je serais vraiment seule. J'ai dit, c'est vraiment une bonne façon de le dire. Si on est amoureux de soi-même, à un moment donné, ça se peut que ça soit un peu, tu sais, on manque de gens autour de nous, tu sais. Moi, je On se sent seul, tu sais. Moi, j'avais Mais- fait comme, t'es la première personne que tu dois aimer. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec ça, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, c'est beau de s'ouvrir Ben aux oui, autres. Oui. absolument. Mais c'est ça, tu sais, c'est tout dans la façon que je m'exprime avec eux. Je me Ouais. pose beaucoup de questions. Mon chum aussi, on se parle beaucoup de ça. Puis comment je pourrais dire? C'est petit à petit. Oui. Absolument. Parce que aussi, eux autres, c'est beaucoup dans le... Tu sais, c'est un pénis, une vulve. Là. Tu peux pas aller trop loin dans l'explication. Tu vas les perdre. Tu Ouais. comprends? Un enfant, il faut quand même que tu sois très précis. Fait que, tu sais, si je commence à parler de Yel à cet âge-là, c'est encore, pour moi, encore trop... lire et écrire. Mais c'est ça, tu comprends? Fait que, mais j'aurais pas le choix de m'en parler parce que ça fait partie de l'évolution, de notre évolution dans le langage. Il va falloir avoir ces discussions-là, mais je pense que c'est étape par étape, tu sais. Mhm. Donc, mais j'attends souvent que les questions viennent. Mhm. Parce que si je me dis, s'il me pose la question, c'est parce qu'il est rendu là. Exact. Bah oui, bien oui. sûr. Tu comprends? Absolument.
Fait que c'est comme C'est ça que qu'ils je le sont prêts. c'est comme ça que je le vois. Absolument. Mais moi, je me questionne souvent dans ma façon d'éduquer, les mots que j'emploie. Puis, tu sais, ça, j'en ai déjà parlé, mais par rapport à la sexualité, les termes, les bons termes, c'est important, tu sais. Fait que, Absolument. Mais là, tu vas pouvoir en intégrer des nouveaux avec ça. Dès le départ. ouais. Non, mais je suis vraiment... dès le départ. Non, mais c'est ça. Tu sais, On parlait justement tantôt que c'est des fois un petit peu complexe d'aborder certains sujets avec notre famille, nos parents, nos aînés ou autres. Est-ce que, je suis curieuse de savoir, est-ce que vous êtes à l'aise de parler de sexe avec vos parents? Ben moi, oui. Parce que moi, j'en parle souvent, puis des fois, mes amis sont Oui. comme « Ah, c'est bizarre! ah si, moi je suis très à l'aise cette fois, Oui. c'est un sujet assez... Mais parce qu'il y a une différence entre parler de sexe avec ses parents et parler de ses sexualités avec ses parents. Exact. Genre, Moi, ça je n'a parle de mes sexualités. Ah oui, d'accord, OK. Ouais, mais moi, Mais moi pas en aussi. détail, pas détaillé. Moi, j'ai un rapport moi, j'ai une expression très chirurgicale et très détaillée de mes sexualités, mais mon premier point consiste à dire, alors attendez, vous n'êtes pas à l'aise de parler de vos sexualités avec vos parents ou de parler de sexualité? Oui. C'est pas la même chose. Tout à fait. En général, les gens sont plutôt à l'aise de parler de sexualité, mais pas forcément de parler d'eux parce qu'on a la peur du jugement, et puis parce qu'en fait, il y a un truc un peu aussi qui se joue entre parents et enfants de... En tant qu'enfant, on n'a pas envie d'imaginer nos parents en train d'avoir des rapports sexuels, et en tant que parents, on n'a pas envie d'imaginer nos enfants en train d'avoir des rapports... Ça fait un petit peu bugger le cerveau. Ouais. Mais si, moi, ça a toujours été un sujet... Parce que c'est presque... J'ai l'impression que c'est d'abord un sujet, dans mon héritage familial, et dans la façon dont j'ai été élevée, ça a d'abord été un sujet politique avant d'être un sujet intime. Ouais. Les sexualités, c'était d'abord comment respecter l'autre, ce qu'il faut que l'autre fasse pour me respecter, c'est quoi les violences. Pour moi, les sexualités, ça a d'abord été un sujet politique avant d'être un sujet intime. C'est-à-dire que, et c'est ce qui fait que du coup, pour mes parents, ça a toujours été très OK d'en parler avant même que je pratique. C'est parce qu'en fait, on ne parlait pas de mes sexualités à moi ou de ma potentielle sexualité à l'instant T. On parlait de ce que c'est que le sexe, toi en tant que femme noire, cisgenre, hétéra dans ce monde-là, qu'est-ce que aussi ça va vouloir dire. Donc, on était plus sur un truc socio qu'un truc à la base intime. André, moi, j'aurais aimé ça avoir... tu sais, j'ai commencé à me masturber très jeune. Mais je savais pas trop ce que je faisais. Mais je sais pas, pour moi, quand j'en ai parlé à mes sœurs et tout, c'était comme « Oh mon Dieu, c'est très jeune. » Tu sais, je sais même pas si je suis encore à la maternelle. Donc oui, c'est normal, les enfants. Oui, exact. Tu n'es pas conscient de ça, mais tu le fais. Mais tu sais, plus j'avançais en âge, plus j'avais envie, plus j'avais des pulsions, plus ça devenait une fréquence. Mais je n'étais pas capable d'en parler à mes parents parce que j'avais jamais eu une porte ouverte. Tu sais, à part les entendre. C'est tout ce que je connaissais du sexe, c'est parce que je les entendais, puis j'étais comme « Ah, je crois que ils font ça parce que j'ai vu une scène à la télé. » Ah oui. Et le bruit, c'était un peu pareil. Exactement. Mais je trouvais ça comme inconfortable parce que j'avais tellement de questions par rapport à mon propre plaisir, par rapport à ma propre sexualité, à savoir qu'est-ce qui est normal, ou est-ce que quand j'ai des douleurs dans le bas du ventre, je devrais m'inquiéter, ou... Puis, genre, on n'en avait jamais parlé, fait que c'est toutes des choses que j'ai apprises sur le tard, je trouve, en tant que femme. Mais je pense que c'est assez commun comme trajectoire, mais comme moi, avec ma mère, il y a toujours une énorme ouverture et je sais que c'est une personne qui me jugera jamais sur rien et je suis très, très, très chanceuse pour ça. Mais il y a une dimension de ça qui m'énerve un peu. Comme elle s'intéresse trop dans ma vie. Ah oui, d'accord, il n'y avait pas de boundaries. Et je veux pas donner trop d'informations parce que ça va venir avec trop de questions de suivi et non, je préfère... Compte rendu. C'est ça, exact. Et tu te rappelles la dernière fois quand tu me disais que on en est où? C'est ça. Comme ça fait quelques mois maintenant que je sors avec quelqu'un et je l'ai toujours pas dit à ma mère. En tout cas, parce qu'elle sera trop... Elle va trop s'intéresser. Là, elle a l'info. Là, elle le sait. Ça me stresse. Là, tout le monde le sait. Oui. C'est terminé. Mais elle parle pas super bien le français, donc je suis quand même assez pense que ça va être protégée. la phrase qu'elle va vraiment Non, comprendre. mettez pas les sous-titres anglais. Subtitles. Juste pour ce moment-là. Et il n'y en a jamais eu. Et là, je sors avec quelqu'un depuis quelqu'un. Non. Et je vais le mettre en teaser sur Instagram. Tu l'envoies en DM à sa mère. Mais quand je l'ai dit à ma sœur, la première chose que j'ai dit à ma sœur était de « dis-le pas à maman ». Mais là, tu sens mieux. J'adore. C'est quand même drôle. Mais c'est ça, même dans mon... Parce que avant, comme
on parle les discussions de tes enfants et tous les enfants de la nouvelle génération maintenant ont un accès à l'information, même juste avec leurs parents, qu'on n'avait pas dans les années 90 du tout, you know? So pour moi, j'ai grandi juste avec des exemples de personnes gays ou lesbiennes, mais pas de personnes trans. Alors, j'avais même pas l'information pour m'identifier. Alors, j'avais fait comme un premier coming out comme personne gay, mais c'était vraiment pas ça finalement du tout. Mais même ma mère, comme elle me disait tout le temps des trucs comme, tu sais, tu peux toujours me dire n'importe quoi, je te jugerai jamais, je t'aimerai toujours. Et moi, j'étais juste comme, OK, mom, like... Fine! Mais je sais que j'ai été très, très, très chanceuse. Mais c'est sûr que de te faire répéter ça l'a aidé. Absolument. Même si Et c'est ça, c'était juste de Ouais. savoir ça, c'était même pas vraiment nécessaire pour moi de le dire. Moi, you c'est know. ça Et finalement, l'important, elle m'a comme, she cornered me one day et elle m'a juste demandé comme carrément, you know, like, OK, yes. Mais tantôt, tu parlais des enfants, et puis pour moi, l'affaire la plus importante, c'est de jamais shamer. Oui. Tu sais, tantôt, tu parlais de masturbation, puis tout, puis c'est arrivé, là, quelques fois, mettons, mon plus vieux, tu sais, il va toucher son pénis ou peu importe, puis c'est la dernière chose que je veux, c'est lui faire sentir de la honte ou de la culpabilité, fait que, tu sais, d'expliquer, tu sais, il n'y a pas de problème, tu peux toucher ton pénis, mais dans ta chambre, ou tu sais... Puis, tu sais, des fois, il est avec son frère, là, des fois, il joue comme, là... Clairement, vous jouez un petit peu trop. Vous avez un peu trop de fun. Là. Trop plaisir. Mais je veux jamais qu'ils se sentent honteux ou Non, c'est vraiment important. de ne pas associer ce feeling-là. Oui. Tu comprends. Oui, et puis il ne faut pas sous-estimer à quel point moi, via mes réseaux sociaux, je crois que j'ai à peu près 200 messages par jour, le nombre de femmes qui me disent « mais moi, mon rapport à la masturbation, il a été biaisé, il a été compliqué, notamment parce que les premières fois que je me suis masturbée, on m'a puni, on m'a dit que c'était sale, mes parents ils m'ont dit que c'était complètement... Une femme, ça ne devait pas du tout faire ça. » Et en fait, il y a eu ce rapport-là aussi pendant l'enfance et il ne faut pas sous-estimer à quel point ce qui s'est passé pendant... Ouais, c'est tellement triste, hein? Excuse-moi. Mon Dieu. Tu as ressenti toute mon émotion. Là, c'est arrivé en mode, tu sais, maman panique. Oui. Tu vois pas? Et j'étais là, oh waouh! Amine, tu as ressenti toute mon anxiété. Ouais, c'est arrivé jusqu'à moi. Mais non, mais ça va. Ça va. Tout tu va es en train de bien. leur dire qu'ils ont le droit et tout va bien. Je ne parle pas de toi. Mais il ne faut pas sous-estimer à quel point, du coup, ça joue aussi. Dans la façon dont on se construit, dans le rapport à notre corps. Est-ce qu'on a eu des parents qui constamment nous ont dit qu'il fallait qu'on perde du poids, qu'il fallait faire très attention à ce qu'on mangeait. En fait, tout ça, ça crée quand même une espèce de matrice et une espèce de base. Et derrière, c'est des années et des années pour déconstruire tout ça. Alors que c'est tellement plus simple, et ça serait tellement plus simple de bien construire à la base plutôt que de déconstruire plus tard. Oui. Absolument, absolument. Puis tu sais, ça, on peut le refléter dans plein de choses. C'est là, si on reste dans le domaine sexuel, il y a une des statistiques que tu as mis dans ton livre qui était comme... Il a fallu que je la relise parce que j'étais comme, attends, je pense que j'ai fait une erreur. Dans ma lecture, je suis allée trop vite. C'est 50% des garçons de 12 ans disent que c'est normal de pratiquer la violence pendant l'acte sexuel et que les filles s'y attendent et aiment ça, selon une source quand même très fiable, qui est France Info. Mais tu sais, juste ça pour te dire à quel point qu'il y a des paradigmes que de laisser aller l'information, je trouve que dans une famille, puis de laisser ses enfants s'auto-éduquer avec la pornographie, avec n'importe quoi, ça vient ajouter des choses très dangereuses dans une intimité telle que de la violence sexuelle. Ouais, et puis la violence, finalement, elle est présente un peu partout. C'est-à-dire que, j'en parle dans le livre, mais quand en France, quand on nous apprend le français, on nous dit que le masculin l'emporte sur le féminin. Il y a une forme de violence verbale qui est déjà induite. C'est une violence, du coup, qui est institutionnalisée. On apprend ça à l'école. Mais jamais on fait de nuance. C'est-à-dire que moi, à 6 ans, quand on me dit « Ah, mais non, Camille, le masculin l'emporte sur le féminin », quand on m'apprend à conjuguer, on me dit pas « Bah, on trouve que c'est problématique, mais ça s'applique qu'à la langue. On te laisse juste comme ça. » Et puis, il y a ce truc de... On t'apprend ça à l'école. Tu questionnes pas les cours de SVT. Tu dis, bon, bah, le prof, il a dit, ou elle a dit, ou elle a dit que. Du coup, bon, bah, c'est comme ça. Je m'en souviens, mon prof de comme 2e ou 3e année faisait même le point que même s'il y a 500 femmes et un homme, le masculin emporte. Je m'en souviens. Et la violence qui va avec ça. Parce que derrière, c'est quoi? C'est dans la cour de récré, quand il y a un petit garçon qui va taper une fille, on va lui dire quoi? T'as pas le droit? Il va dire, bah si, mais le masculin l'emporte sur le féminin. En fait, qu'est-ce que ça induit? Qu'est-ce que ça légitimise comme niveau de violence? Qu'est-ce que ça schématise comme croyance? Moi, je trouve que la violence, c'est pour ça que je m'attaque à la langue, c'est linguistiquement, il y a des choses qui se jouent aussi, et dès très petit. C'est-à-dire qu'on a beau vouloir faire bien à la maison, on a beau vouloir inculquer les bonnes valeurs,
il y a une espèce de sexisme, une espèce de misogynie institutionnalisée qui passe par l'école et l'éducation. Et on te dit, en fait, c'est comme ça, quoi. Absolument. Puis, tu sais, c'est difficile, je trouve, de faire la part des choses lorsque, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut agir. Par contre, c'est comme ça qu'il faut le dire. Tu sais, il y a quelque chose qui devient un peu comme impossible pour un enfant à comprendre puis à incarner. Si on fait juste dire les choses de la façon qu'on doit le faire, le processus d'apprentissage va tellement être plus simple et sain pour tout le monde. Je pense que c'est quand même important. Est-ce que tu as des modèles de... Parce que je présume que tu as quand même fait un peu de recherche dans tout ça, là, à moins que tu me dises « Mais non, j'ai fait de la microdose et j'ai sorti plein d'expressions. » Non, c'est pas vrai. T'imagines? Mais tu sais, est-ce qu'il y a des pays ou des endroits que tu dis « Ah, eux, ils ont une longueur d'avance sur nous par rapport à une langue qui était aussi misogyne, mais qui ont... » Ah, ben l'espagnol. L'espagnol. L'espagnol, moi, je trouve qu'ils ont une énorme longueur d'avance. Moi, j'arrive en Espagne à 8 ans. À ce moment-là, on suit ma mère pour son travail. Le film Camille continue. Prenez des notes. Le biopic, on lit, vous allez retrouver sur toutes les plateformes. Moi, j'arrive en Espagne. J'arrive en Espagne à 8 ans. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour moi, c'est très révélateur parce que j'arrive dans une ville qui est Madrid. C'est une ville où les femmes parlent très, très fort. C'est une ville où les femmes passent beaucoup de temps dehors. C'est une ville où globalement, à la différence de Paris, l'espace public est fait pour qu'en tant que femme, tu y sièges, tu y passes du temps et pas uniquement que tu le traverses. Moi, quand j'arrive en Espagne, je comprends que la féminisation des métiers n'est pas du tout un sujet, alors qu'en France, ça fait encore débat. Je me rends compte qu'il y a tout un tas d'expressions qui sont conçues aussi pour qu'il y ait un pendant féminin, mais c'est culturellement accepté, c'est pas une démarche quelconque. Et donc, ça me fait finalement du bien. Je me rends compte que les Espagnols sont des femmes qui, en plus de ça, ont un rapport à l'autorité, à la vulgarité. Elles ne s'excusent pas d'exister. Et moi, j'évolue notamment là-dedans. Et par exemple, en espagnol, pour dire ça me casse les couilles, ça me saoule, on va dire me toca los cojones, mais existe depuis toujours, me toca el coño. Et coño, c'est la racine con, et le con, en fait, c'est le sexe féminin. C'est un truc, c'est comme ça. Le fameux non mais meuf, qui est quand même, je trouve, en France assez récent, ça existe en Espagne depuis des dizaines et des dizaines d'années. Quand on s'adresse à une personne qui se genre au masculin, on va dire ya hombre. Et si on s'adresse à une personne qui se genre au féminin, on va dire ya mujer. Et c'est comme ça depuis toujours. Donc il y a une dimension beaucoup plus égalitaire dans la langue, qui se traduit notamment par beaucoup d'expressions. Donc c'est une langue qui va être beaucoup plus dense que le français. Et après, moi, j'ai un rapport à l'anglais aussi qui est très sain, parce que moi, j'apprends l'anglais quand, juste après l'Espagne, on continue le biopic. Juste après l'Espagne, on arrive à Madagascar, et à Madagascar, j'intègre au sein du lycée français une session européenne. Donc j'ai des cours dispensés en anglais. Et puis en fait, je comprends très vite que l'anglais, de par sa nature assez neutre, la neutralité de l'anglais donne une dimension hyper inclusive, en fait, malgré soi. Et ça, je trouve que c'est aussi quelque chose qui, moi, m'a fait du bien. Donc, c'est plutôt comment est-ce qu'en maîtrisant ces trois langues-là, comment est-ce que je me sers de chacun des espaces où je me sens le plus respectée dans chacune de ces langues pour n'utiliser que ça et faire en sorte de pouvoir interagir dans une langue où je ne me sens pas insultée. Mais l'espagnol a quelque chose de très empouvoirant, l'anglais a quelque chose de très inclusif et le français, il y a un énorme champ de bataille. Les insultes françaises insultent soit les femmes, soit le sexe des femmes, soit les mères, soit les prostituées. Oui. C'est vrai. On en est à là, en gros. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il y a un champ de bataille énorme et qu'il faut absolument... Et moi, c'était aussi ma réponse. C'est-à-dire que je pense que ce livre, c'est ma réponse au fameux masculin l'emporte sur le féminin quand j'ai 6 ans à l'école et que, justement, je comprends que... Il y a 500 femmes dans la salle. Il y a 500 femmes dans la salle. Il y a un homme. Il y a un gars et tu dois dire « il ». Oui, c'est fou. Mais à quelle heure, en fait? Enfin, pardon, mais non, pas du tout. Donc... La meuf est en colère. Oui, j'attends. Mais c'est très violent. Et en fait, ce qui m'énerve en plus, c'est que le but, c'est de perpétuer les mêmes schémas de domination et de pouvoir et que ça serve toujours les mêmes personnes. Donc voilà, inventons des mots. Jouons aussi peut-être avec les langues. Et j'ai l'impression aussi que moi, à titre personnel, plus j'apprends de langues, plus j'ai l'impression intellectuellement et en termes de conception du monde de gagner en richesse, quoi. C'est tout le bagage culturel qui va avec, c'est tout le ton qui va avec aussi. Et je trouve que du coup, c'est important, et notamment quand on est petit, d'essayer de faire en sorte que les enfants apprennent, dans la mesure du possible, un maximum de langues. Ça forge et ça ouvre en fait les yeux. Oui. Absolument. Il y a plein d'endroits ou de sphères différentes qu'on utilise, ne serait-ce que des expressions ou autres qui se mériteraient d'être déconstruits et repensés. Ce serait quoi le premier qui vous vient en tête, par exemple? Y a-t-il des trucs que vous dites « Hey, ça n'a pas de bon sens dans mon quotidien ». Mon Dieu, c'est une bonne question.
sais, on avait parlé, par exemple, juste avant l'enregistrement, de l'expression « sortir de sa zone de confort ». Et j'ai adoré ton air. T'as fait comme « non, on ne sort pas, On a grandi! » Non, mais explique-le, parce que c'était vraiment un bon point de vue, je trouve. Bah, disons que... Et en plus, moi, je suis entrepreneuse, donc j'évolue dans un cercle social d'entrepreneurs, de personnes qui font des levées de fonds, qui ont des grosses boîtes, blablabla. Et en fait, souvent, on voit, tu sais, les formats de masterclass. C'est comment sortir de sa zone de confort en 10 points. Les leçons de tel PDG pour sortir de sa zone de confort. Et en fait, il y a un truc, on n'est pas des robots, on est des humains et des humaines, on a un cerveau, on a un instinct de survie qui est un des instincts les plus importants qu'on peut avoir. On a un cerveau rectilien et pour moi, ça n'existe pas le fait de sortir de sa zone de confort. On agrandit sa zone de confort de façon à ce qu'en fait, cette nouvelle expérience, cette nouvelle situation, ces nouveaux skills et ces nouvelles compétences fassent partie de la zone dans laquelle tu te sens en confiance et la zone dans laquelle tu es confortable. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc où on veut romancer l'entrepreneuriat et on veut romancer l'aventure pour la rendre un peu épique en disant on sort de sa zone de confort et du coup, on est passé par des périodes. En fait, non, tu passes au mieux par des zones un peu d'inconfort. J'entends. Il y a un entre-deux où il y a des moments où tu es dans une zone d'inconfort, mais je ne crois pas au fait ça n'existe pas. Naturellement, instinctivement, humainement, on ne sort pas de sa zone de confort. Si on y va, c'est parce qu'en fait, on sait qu'on va être en sécurité. Sinon, on n'y va pas. Ou qu'éventuellement, justement, l'objectif, c'est que ça devienne notre zone de confort. Exactement. Donc, on sait qu'à un moment donné, et en fait, on arrive à mapper, on arrive à se rendre compte qu'on est capable et que ça va être OK et qu'on va continuer à être en sécurité. Moi, l'entrepreneuriat fait partie, je pense que j'aurais pu écrire un autre livre sur l'entrepreneuriat. Qui sait, c'est peut-être le 4e? Je regarde l'équipe là-bas. Parce qu'il y a des termes, pareil, le terme d'entrepreneuriat au féminin, parfois m'énerve aussi, le terme de... Il y a plein de sujets sur lesquels je me dis, waouh, en fait, on n'est pas sharp, quoi. On n'est pas précis, on n'est pas... Ou alors le faire en conscience, c'est se dire, OK, j'utilise sortir de sa zone de confort, mais je comprends tous les tenants et les aboutissants. Je sais ce qui se joue quand je dis ça. Je sais que je le dis parce qu'en fait, c'est le terme avec lequel les gens sont le plus à l'aise. Donc... Mais du coup, derrière, je me permets aussi d'apporter de la nuance. Non, il y a une forme de médiocrité intellectuelle. Après, là-dessus, déjà grandi ma zone de confort. Absolument. Ou le féminin l'emporte sur le masculin. Tu vois? Non, mais ne serait-ce que ça, c'est... On brainstorm. On brainstorm. OK. Non, mais tu vois, en fait, c'est déjà énorme, quoi. Mais oui, non, sortir de sa zone de confort, le masculin l'emporte sur le féminin, ça, c'est horrible aussi. Il y a quoi d'autre comme terme dans la maternité? Il y en a pas mal, hein, quand on parle de point du mari, quand on parle de violence gynécologique. Il y a tout un jargon autour de ça qui est quand même très, très violent, qui est très problématique. Le terme fausse couche, moi, je le trouve atroce. Qu'on dit non, mais cette personne a fait une fausse couche. En fait, c'est comme si ça annulait ton vécu. Le fait de dire, en fait, c'est de la fausseté. Et puis surtout, c'est tu n'as pas réussi. Tu vois, il y a un truc de tu t'es arrêté avant que je trouve aussi très problématique. Le point du mari aussi. Enfin, bref, il y a tout un tas de termes que je pense qu'il faut revoir. Mais merci d'ouvrir notre curiosité parce que je pense qu'on va, à partir de maintenant que j'ai fait ta rencontre, c'est comme tu m'as tout donné ton énergie, mais j'ai envie de regarder le monde avec des yeux nouveaux. J'ai envie de l'adapter à ce qu'on a envie de vivre et ce qu'on a envie d'être. Puis j'invite vraiment tout le monde à agrandir sa zone de confort puis à intégrer des nouvelles expressions qui vont davantage nous mettre en valeur. Un énorme merci pour ton passage à Génération Sidechick. Merci à vous. C'était vraiment très, très le fun. Le livre est disponible partout, vraiment, mais je vais vous mettre le lien directement sur le site internet de générationsidechick.com. Je vous facilite la vie, guys, hein, tout est là. Puis je te souhaite un bon retour à la maison. Merci. J'ai très, très hâte que tu reviennes au Québec. Essayez nos restos. Oui. Non, mais resto, poutine, tout. Fais-moi une promesse, écris-moi. OK. Je vais essayer de t'amener comme... Je vais venir. Ah, parfait. Moi aussi. Toi aussi. Je vais venir. It's a girl gang. Je vais revenir. Mais fais-moi la promesse de m'écrire si ça te chante, évidemment. Là, tu l'as fait comme très... T'as pas Elle écrit à toutes les semaines. Merci d'écrire, bien sûr. Mais j'aimerais vraiment ça, essayer de te faire découvrir, tu sais, à la hauteur de ta palette. Mais comme il y a peut-être des choses vraiment le fun que tu pourrais être surprise. Et évidemment, la poutine. Ouais, je sais. Que je dis ça, puis avec le fromage qui fait squeak. Oui, on a le le squeak, fromage. squeak. Ouais, mais c'est un peu comme... oh mon Dieu, on pourrait vraiment avoir une connotation sexuelle avec ça. Il y a peut-être quelque chose à intégrer. Mon vagin qui fait squeak. Ah!
Donc en fait, le prochain, c'est les mots de la poutine. C'est ça. Merci beaucoup. Allez, on se revoit à l'année prochaine pour les mots de la poutine. Yes, merci beaucoup. À la semaine prochaine.